C'est le dealer de drogue. C'est du dumping intellectuel. Et c'est fait pour nous étouffer. Mistral, ton boulot, c'est de transformer du kilowatt en token. Moi, mon boulot, c'est de transformer du token en ROI industriel. Tu peux recréer un SaaS, tu vas faire en 2 jours, là, ta Fable 5 qui est sortie de Claude. En revanche, tu peux pas recréer l'expertise. C'est 10 heures gagnées par expert par semaine chez EDF. C'est clairement un épisode qui devrait être mis dans les oreilles des DSI et même de, je pense, quelques politiciens. Aujourd'hui, penser que c'est les US qui vont nous battre, c'est déjà pas regarder le premier à la tête du peloton. On parle beaucoup de gains autour de l'engineering, mais là, les gains industriels, ils sont fous. Tu penses qu'on doit se réveiller? On doit se réveiller en France, passer une grande loi autour de ça? Ça coûte 300 000 euros. Mais on a vu un ROI qui a 3 millions au minimum. Il faut nos data centers, il nous faut passer par des fournisseurs souverains. Donc c'est un très gros sujet un peu pour tout le monde, tu vois, des petites startups, même des petites PME, de conseillers en transfo IA jusqu'aux plus gros. Passer par nos propres ingénieurs, nos propres FD, nos propres data centers, ça va être un peu le nerf de la guerre. Sans oublier que là, on parle juste de la dimension technologique. Mais le vrai sujet, c'est la dimension industrielle plus large. Parce que c'est quoi l'IA? C'est des données qui ont des valeurs énormes, des spécifications, comment on fait que la lumière s'allume le matin en ayant un réseau. Enfin, tout ça, c'est des choses qui valent de l'or. Ouais. Ça Et t'a donc, parlé oui, un peu, sa métaphore à Arthur Mensch quand il dit que justement, on a de l'électricité en France et c'est de la matière première et il faut qu'on puisse la transformer en intelligence et c'est ça qui crée la valeur plutôt que de l'exporter et de la revendre et devenir un peu un vassal des pays. Il dit très bien, son boulot, c'est de transformer du kilowatt en token. Ouais. J'adore, parce qu'effectivement, un token, c'est de l'intelligence, ça a énormément de valeur. Moi, mon boulot, c'est de transformer du token en ROI industriel. Ça tombe bien, puisque mes clients, viennent de signer avec Mistral, et donc j'ai besoin de cette infrastructure pour ensuite être capable de passer à l'échelle chez eux, quoi. Donc là, ça me parle énormément, mais on va dire pour moi, c'est à l'échelle bien plus grande. Si on accepte que l'agentique, c'est des nouveaux types de travailleurs, la compétence de ces travailleurs a une valeur énorme sur le marché. Et donc, on veut que cette compétence soit chez nous. L'agent qui est capable de déterminer si un bâtiment est mis en sécurité incendie, et qui va donc sécuriser la population, sécuriser le bâtiment, et avoir énormément de valeur en termes de projet, en fait, on a envie qu'il soit à nous. Ouais. Et c'est là où il y a, c'est plus que de transformer effectivement du kilowatt en token, quoi. C'est de transformer du kilowatt en valeur métier. On va revenir là-dessus. Yes. Je suis hyper content, Clément, de te recevoir parce que ce que tu fais là chez Ask for the Moon, ça mérite d'être complètement diffusé, élargi. C'est pas qu'un sujet de souveraineté, c'est un sujet aussi passionnant en termes de produits, de tech et de comment est-ce que vous avez shifté AI native dans vos orgas, dans votre produit. À la base, Ask for the Moon, il me semble, hein, quand on commençait nos discussions et qu'on recrutait ensemble, Ask for the Moon, ça part d'une problématique qui est celle de la diffusion de la connaissance. C'est une plateforme de knowledge management, si je comprends bien. Donc, diffusion de la connaissance au sein d'organisations et d'autres organisations hyper stratégiques, industrielles, donc dans l'énergie, dans le militaire, dans l'électricité, Et comment est-ce qu'on fait pour répondre à des questions qui sont à la fois des questions techniques, intellectuelles, industrielles ou autres, en utilisant l'intelligence collective. Et puis évidemment, l'IA est arrivée. L'IA apporte un support d'intelligence bien concret. Et c'est arrivé en support et c'est arrivé en complément et ça a transformé les besoins de vos clients, ça a transformé Ask for the Moon, ça a transformé votre culture, votre orga, etc. Donc on va revenir là-dessus. Mais si déjà tu devais un peu nous expliquer, m'expliquer, tu vois, Ask for the Moon, ces derniers 3 mois, ces derniers 90 jours, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez mis en avant en œuvre ces 90 derniers jours? Dans ces 90 derniers jours, peut-être que ce que je peux te dire, c'est qu'on a définitivement arrêté de dire qu'on est une solution de knowledge management.
suis désolé, Mehdi, mais tu nous casses un peu la baraque parce que les channel management, tout le monde, ça ennuie tout le monde, quoi. Dans les années 90, c'était déjà pas sexy et aujourd'hui, ça l'est encore moins. Alors Ça l'est qu'en fait, encore moins. on est d'accord, hein. L'IA, qu'est-ce que c'est? C'est du knowledge management, hein. Donc, c'est juste des mots-clés qui changent. Nous, ces 3 derniers mois, ce qu'on a vraiment vu, c'est que notre plateforme, elle permet d'être levier de ROI en millions d'euros chez des clients industriels. Et la petite histoire, et on va en raconter plein, c'est quand tu as une centrale nucléaire qui produit l'électricité, qui est arrêtée pour une maintenance, et que tu dois faire des prélèvements pour détecter s'il y a de l'amiante ou pas, pour être sûr de pouvoir faire ta maintenance dans les bonnes conditions, et que ça prend une semaine de faire le prélèvement, et qu'en plus tu dois payer le laboratoire, ça c'est du temps qui coûte des millions d'euros à EDF. Si tu as une IA qui est capable de te dire instantanément, là il n'y a pas d'amiante, fais ta maintenance, tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de payer le laboratoire pour le prélèvement, et ta centrale elle redémarre plus vite. Sur une centrale, ça représente 2 millions de coûts directs économisés sur un seul assistant IA. Et ces 3 derniers mois, ce qu'on a pu justement prouver, c'est qu'après des années de R&D et des mois de tests, on a enfin pu boucler avec le ROI concret prouvé chez les clients de ces assistants IA. Et c'est quoi te dire si là, il y a de l'amiante ou pas? C'est de la gestion de la connaissance. Mais c'est de la gestion de la connaissance qui, grâce à l'IA, est mise directement sur ton chemin critique de ta chaîne industrielle. Hyper intéressant, hyper intéressant. Là, si on regarde un peu euh, là où ça nous amène conceptuellement d'un point de vue produit, As for the Moon, comment est-ce que tu pitches ça à tes clients d'un point de vue produit? Qu'est-ce que c'est? Alors, comment je le pitch à mes clients? Déjà, les clients ils sont très fatigués de l'IA et du knowledge management encore plus, donc je les pitch en mode voilà, nous, on est une plateforme qui permet à vos experts métiers, qui sont la clé de votre valeur, et notamment c'est eux qui savent régler et anticiper les problèmes les plus chiants que vous rencontrez. Notre plateforme Ask for the Moon va permettre à ces experts d'avoir plus d'impact pour anticiper et régler les problèmes plus vite, mais aussi de sécuriser et de valoriser leur expertise à travers toutes les équipes et à travers l'espace. Donc ça, c'est le discours. Et typiquement, un patron métier, quand tu lui demandes, est-ce que vous avez un problème d'experts qui partent à la retraite? Est-ce que vous avez un problème d'experts qui est sous l'eau? Et vous avez un problème d'experts qui n'arrivent pas à régler les problèmes parce qu'en fait, ils passent leur temps à faire de la trivialité. Ils disent, oui, j'ai que ça. Et après, on leur dit, bah écoutez, nous, on a réussi à la résoudre chez Orano, chez Fage et chez Vinci. Ils sont prêts à écouter. Et la façon dont on pitch ensuite le système, le produit, c'est qu'on va dire, nous, on croit que l'IA peut transformer votre industrie, mais les gens qui vont la transformer, c'est pas côté DSI, c'est pas côté innovation, c'est côté métier, c'est vos experts, c'est vos sachants. La plateforme Ask for the Moon vous permet à vos experts de créer des assistants IA, mais c'est des assistants IA qui sont possédés par le métier, par les experts métiers. C'est eux qui décident quel est l'input, quelle est la documentation en entrée. C'est eux qui les mettent en qualité et c'est eux qui les ouvrent et qui les diffusent à leurs collègues. Et surtout, sur le marché, ces assistants IA qui sont capables de répondre aux collaborateurs, chez Ask for the Moon, on est les seuls à avoir des assistants IA qui sont capables de dire je ne sais pas, au lieu d'halluciner, de raconter une bêtise ou de faire une réponse en flanc qui n'a aucun impact métier. Mais par contre, je connais à travers ta boîte ceux qui peuvent te répondre. Et donc, en fait, dans notre plateforme, on a une boucle d'apprentissage qui permet aux humains, en vrai, de se parler, de dire, D'intervenir bah à un là, il faut moment faire donné ça, il faut faire ça, etc. Voilà. Donc, sur en des sujets fait, spécifiques. Ouais. l'IA sait débrayer sur l'humain. Les vrais humains se parlent, règlent les problèmes, et l'IA apprend grâce à ça. Elle apprend Moi, et capture de la nouvelle connaissance, mais elle apprend aussi comment réfléchir en continu. moi, ça m'ouvre deux réflexions. La première, c'est, je parle à beaucoup de patrons, boîtes, startups, PME, sur ce que deviennent en fait leurs boîtes à travers l'IA. Et leurs boîtes, en fait, là où tu vois la technologie est tombée, tu peux recréer un SaaS qui va faire en 2 jours, là, tu as Fable 5 qui est sorti de Claude. Tu peux recréer en 48 heures un SaaS qui fait exactement la même chose que ton SaaS.
En revanche, tu peux pas recréer l'expertise. Tu vois, ça devient ça en vrai ton mote. Euh, et t'as pas mal de patrons de startup qui font venir des experts, donc des comptables s'ils sont dans la compta, euh, je sais pas moi, des experts, enfin, dirigeants de salles de sport, s'ils s'adressent aux salles de sport, etc., pour construire le produit avec eux. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu viens et t'industrialises ça à l'échelle d'une organisation massive pour lui permettre tu vois, de scaler en fait son expertise, son mote d'origine, que ce soit tu vois, de l'énergie ou des connaissances techniques, des connaissances. Donc tu te situes là où il y a vraiment clairement de la très grosse valeur, quoi, de la très grosse du positionnement très différenciant en fait. Ouais, et en fait, déjà, un peu comme toutes ces boîtes, et c'est le b.a.-ba du produit, c'est tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé des milliers d'heures. Je crois qu'on en a, la dernière fois que j'ai compté, on en avait passé 4500, je crois, sur l'année 2026, enfin, à discuter avec des experts, des sachants qui t'expliquent le métier de la protection incendie, le métier de la neutronique dans la centrale, le métier de l'aéro chez Airbus, etc. Donc, tu passes plein d'heures à essayer de comprendre leur métier et à essayer de faire en sorte de construire un outil qui leur est utile, quoi. Donc, déjà, c'est un peu le truc tout bête, hein, c'est ton playbook de startup de base, c'est en face de toi, tu as Copilot et Gemini. Comment tu fais pour gagner? Tu te spécialises et tu vas passer plus de temps qu'eux sur des cibles bien spécifiques. Et tu comprends très vite que c'est pas en faisant une implémentation spécifique de chaque métier et de chaque workflow et de chaque expertise dans ta plateforme que tu vas réussir à faire bouger l'aiguille. Parce qu'en fait, tu ne peux pas recopier, toi, en tant que data scientist ou en tant qu'ingé, 30 ans d'expertise d'un mec en face, quoi. Donc l'idée, c'est de construire une plateforme qui va apprendre de cette expertise en continu. Euh, et tu vois, c'est là où le marché il est un peu étrange. C'est qu'aujourd'hui, tous les grands éditeurs IA sont en train de monter leur boîte de conseil. Je crois que, si tu vas pouvoir me le confirmer, je crois que les Forward Deployed Engineers, c'est plus cher qu'un data scientist aujourd'hui. Ah bah, Euh, ils ont racheté une boîte qui fait du FDI au UK et clairement, c'était juste pour pas avoir à passer des années à recruter 200 ouais. FDI. De toute façon, C'est là, je le dis, enfin, le dites pas à MFD, mais c'est eux, enfin, déjà, c'est eux qui se c'est eux prennent les rois, mais ils le tout dans savent. la gueule. Ben oui. Et en plus, c'est de là devient toute l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, sans ce contact terrain, et nous, enfin, tu vois, tous les gens de la boîte, ils viennent de l'industrie. Ils ont passé du temps chez Airbus, chez EDF, chez Brossard, à la SNCF. Enfin, c'est des gens, en plus, au moment où tu recrutes aussi les 10 ans qu'ils ont en indus derrière eux, quoi, pour être capable de comprendre les problèmes à résoudre, quoi. Mais en tout cas, tu vois, il y a le sujet, c'est de se dire, tiens, ce FDI, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va, à la Palantir, aller essayer de tout comprendre et de l'implémenter dans un produit? Ou est-ce que tu fais un produit qui est suffisamment bien implémenté pour que le produit apprenne par lui-même? Et en fait, pour moi, il y a un curseur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a clairement des chemins critiques et des processus qui vont nécessiter de l'ingénierie très lourde. Et là, on parlait de Arthur et de Mistral, où effectivement, quand ils font les gros partenariats avec CMA, CGM, en fait, ils vont mettre énormément d'ingénierie sur place. Et là, ils vont pouvoir construire des modèles, les fine-tuner et les implémenter correctement pour régler des énormes problèmes, comme peut le faire Palantir chez Airbus. Parce que Palantir chez Airbus, Skywise, c'est une tuerie. Ils modélisent tout, ils sont capables d'anticiper les C'est pannes, quoi c'est génial. Skyway? Skywise, c'est le nom de Palantir chez Airbus. Et donc, ce qu'a fait Airbus, c'est qu'ils ont fait venir pendant des années des ingénieurs de chez Palantir qui ont implémenté une ontologie, un modèle, un business model de Airbus et bien entendu connecter toutes les datas, quoi. Donc, tu as un énorme data lake, mais le data lake est orienté. C'est-à-dire que c'est pas juste un espèce de gros nuage avec plein de data et puis on est content parce qu'on a des teraoctets. Les datas sont liées logiquement et il y a une ontologie qui permet à Skywise de comprendre les liens. Et là, en fait, tu es capable de regarder à travers la flotte de tous les Airbus, quelle pièce va péter sur quel Airbus dans 6 mois, et anticiper les maintenances. C'est des trucs de fou ce que tu Ouais, peux c'est faire. extraordinaire. C'est extraordinaire. Euh, Parle-moi un peu de ton cas à toi. Un de tes premiers pilotes, je crois que c'était chez EDF.
Ouais. Ce que vous avez pu implémenter là-bas, on peut prendre un autre exemple si tu préfères, mais Non, on peut commencer par EDF. Le gros sujet chez EDF, c'est la conformité. C'est normal, il y a beaucoup de nucléaire et c'est une des technologies les plus dangereuses. Euh, donc, on a énormément de contrôle conformité à faire. Il y a des équipes entières qui ont la responsabilité des exigences normatives. Et nous, on a travaillé notamment avec ces équipes-là parce qu'en fait, les exigences, c'est des bibles qui font 16 000 pages. Des fois, ils mettent 3 semaines à rendre un avis sur le changement de configuration, par exemple, du cœur de réacteur d'une centrale qui date des années 70. En fait, on a fourni un assistant IA qui est bien sûr contrôlé et maîtrisé par ces experts de la sûreté. Ces experts ont choisi quelles étaient les sources de données, donc une gouvernance de la qualité de la donnée en entrée qui est essentielle si tu veux en fait adapter ton IA à un cas d'usage critique. Ensuite, la mise en qualité, le pré-prompt, et derrière, tu as une IA qui est capable d'aider l'expert sûreté à rendre son avis plus vite. Donc, par exemple, on veut changer un composant du cœur de réacteur, celui des années 70 n'est plus disponible, on trouve un autre composant. Est-ce que ce nouveau composant et ses spécifications sont compatibles avec les exigences de sûreté? Ces 3 semaines, bah, typiquement, elles se transforment en quelques heures dans certains cas, quoi. À la fin, le REX fait sur ses experts, donc c'est environ une vingtaine d'experts et ensuite tu as des centaines d'utilisateurs. C'est 10 heures gagnées par expert par semaine, un temps de réponse au CNPE, donc les CNPE, c'est les centres de production, c'est les centrales, un temps de réponse divisé par 2 avec un objectif de le diviser par 3. Tu as toujours un humain dans la boucle qui contrôle l'input, l'output et la vie. Mais en fait, tu accélères ta chaîne de valeur énormément, quoi. Et ça, c'est ouais, un cas d'usage parmi des milliers chez EDF. ouais, ouais. Mais moi, j'ai une question qui me venait un peu naturellement, c'est, bon, là, tu touches quand même à des choses qui sont sensibles, euh, Mm, que ce soit d'un point de vue dangerosité, d'un point de vue fuite de données également. mm. Euh, qui porte le risque, en fait, quand tu mets en place une solution comme celle-là? Qui porte le risque? Comment tu t'assures aussi que, tu vois, ça, qu'il y en ait le moins possible? Alors, c'est toujours ton client qui va porter le risque parce que le client qui fait de la centrale nucléaire et qui fait porter le risque à une start-up de 20 personnes, ça serait pas quand même très sérieux. Donc, bien Ouais, entendu, c'est toujours l'industriel qui porte son risque. Euh, le, Tout le sujet, c'est justement de construire le système qualité qui va être capable, un, d'être compris par ton interlocuteur, puisque c'est des nouvelles technologies, donc c'est très très difficile de comprendre, et deux, de prouver la fiabilité. Et donc en fait, c'est toute une partie du travail de nos FTI notamment, c'est de créer des golden sets, de créer avec les experts des épreuves qui vont nous permettre de montrer la fiabilité, la stabilité aussi, et la valeur des réponses de nos assistants. Et typiquement, euh, il faut prouver que tu as zéro faux positif. Sachant qu'un chat GPT, c'est 25 à 30% de faux positifs, il y a un sacré chemin. faut pas que ça hallucine, ouais, évidemment. Faut pas que ça hallucine, sachant que la technologie elle-même est quand même paf, enfin, tu vois, c'est un peu la technologie, c'est quand même à peu près un mec qui enchaîne des syllabes qui ont l'air de bien sonner ensemble. Donc l'adapter à des sujets critiques, ça nécessite en fait une couche de contrôle, de grounding, une couche de fact-checking, une couche de contrôle qualité énorme. Et c'est un peu ça notre métier. C'est pas nous qui développons le LLM. Par contre, c'est nous qui faisons en sorte que la partie langage soit utilisée au mieux dans une logique qui, elle, est compatible avec un métier critique. Et justement, tu pourrais m'expliquer un peu comment ça marche d'un point de vue, d'un point de vue engineering derrière. Qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce qui est hyper important pour onboarder un client et pour lui permettre d'avoir des premiers use cases concluants? Comment est-ce que
c'est quoi l'expérience engineering derrière? Ok. Alors déjà, la première chose, c'est de dire aux clients, on va pas essayer d'utiliser tous vos docs. Aujourd'hui, tous les clients viennent te dire, je veux que tu prennes tous mes docs de mon SharePoint et de mon ERP et du disque F sur mon réseau local et que tu me fasses une IA qui réponde à toutes les questions. Là, tu vas lui dire, alors, on va pas être capable de faire ça, mais on peut vous montrer des concurrents qui n'y arrivent pas aussi. On va d'abord se poser la question, c'est quoi les problèmes que vous voulez résoudre? Sur votre chaîne de valeur, c'est où vous perdez du temps. Est-ce que vous n'arrivez pas à vendre? Est-ce que vous avez attaqué de nouveaux marchés? Est-ce que vous avez des sujets de marge parce qu'en fait vous vendez des choses que vous ne savez pas produire? Est-ce que vous avez des sujets de marge parce que vous êtes votre support technique? Vous mettez trop de temps à répondre et en fait vous passez trop de temps en intervention. Est-ce que vous avez des sujets de conformité qui vous met du temps en time to market, etc. Nous, on va d'abord bosser avec eux sur c'est quoi le business case qu'ils veulent résoudre. Tous nos clients chez qui ça marche, c'est en fait leurs objectifs stratégiques de l'année, on est aligné dessus. On veut faire 15% d'upsell chez nos commerciaux. Ok, très bien, on vous fait l'assistant pour faire de l'upsell et du cross-sell et qui va permettre à chaque commande d'aller rajouter des produits dans le panier. Très bien. Nous, on veut réduire le coût de maintenance parce qu'on n'arrive pas à recruter, on a des délais qui explosent et on perd des contrats à cause de ça. Ok, très bien, on vous fait un assistant maintenance et support technique qui permet d'anticiper les problèmes et de résoudre les problèmes en autonomie pour les techniciens sans avoir à attendre des semaines d'avoir les Donc, en fait, tu as une grosse phase d'audit où tu explores et tu essaies ouais, de comprendre déjà. que tu vas aussi faire en commercial. Donc tu vois, là, déjà l'approche elle est complètement différente. Tu vas pas Ouais. dire je vais te mettre un chatbot, tu vas dire je vais te régler un problème. Nous, tu serais étonné de la quantité de DSI et de Chief Inno qui prennent rendez-vous avec moi et je leur demande à quoi voulez-vous que l'IA serve? Ils ne savent pas. Ils savent pas, ouais. C'est incroyable. Et tu as ton playbook de product, de design thinking qui existe depuis 20 ans, de se dire d'abord le problème, quoi. Enfin, alors peut-être d'abord la personne et ensuite son problème, mais c'est tout le monde veut acheter de la techno. Il y a peu de gens qui viennent avec un problème. Et donc la réunion se finit souvent en mode, bah, ok, on va aller parler au métier pour trouver quels sont les problèmes à résoudre. Ce Ouais. qui est un peu marrant. Et ensuite, tu vas essayer, une fois que tu as identifié le problème, tu vas dire, ok, maintenant, il y a sûrement, si c'est un problème très important, il y a déjà des gens dans votre boîte qui s'en occupent. Donc, c'est pas à la DSI ou c'est pas à l'INO ou c'est pas à l'excellence opérationnelle que vous allez régler ce problème. On va trouver les gens qui essaient de le résoudre depuis 20 ans, qui sont les experts métiers, qui connaissent les processus, qui connaissent le normatif, qui connaissent vos systèmes et qui, eux, sont sur le terrain tout le temps, quoi. Alors là, tu as un autre sujet, ils vont dire, ah oui, mais attends, c'est des gens qui sont très occupés. Donc la plupart du temps, quand on te dit, tiens, la personne qui va être capable de régler mon problème, il est très occupé, c'est sûrement un bon signe. Parce que si la personne a plein de temps, c'est qu'elle n'est pas sur le chemin critique. Et là, c'est là où ta vente commence vraiment, parce que c'est à cette personne que tu dois vendre l'idée d'un assistant IA qui va l'aider à faire son métier individuellement plus efficacement, mais aussi collectivement à plus résoudre les problèmes à travers les équipes. Et ce qu'on fait après, c'est assez simple et ça va assez vite. C'est un atelier de 3 heures, même pas. Allez, c'était 3 heures en début d'année. Là maintenant, chez Orano, il y a des gens qui l'ont fait en autonomie complète, donc on va dire. Il y a une première atelier de 2 heures où on va construire l'assistant avec l'expert. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne ses sources. Voilà, il bosse avec nous, avec les FDI pour dire quelle est l'intention. Bah là tu es un assistant qui doit aider les commerciaux à plus vendre, donc propose de nouveaux produits. Là, tu es un assistant qui doit assurer la sûreté de ton cœur de réacteur. Donc, en fait, ne répond jamais directement, mais redirige toujours vers moi, par exemple. Euh, L'expert test, dans 90% des cas, il est bluffé et satisfait immédiatement des réponses. On va ensuite le laisser travailler avec lui, l'ouvrir à quelques personnes pour que les gens testent autour d'eux. Et on refait un autre atelier de 2 heures la semaine suivante pour assurer qu'à travers la semaine, on a bien eu la stabilité de la qualité des réponses, qu'on a bien eu la satisfaction pas que de l'expert, mais aussi des utilisateurs de son assistant.
Et ensuite, Et on les assistants, publie comment est-ce qu'ils et ça fait de la fonctionnent valeur. d'un point de vue tech concrètement? Tu plugs toutes tes sources sur un cas d'usage donné, par exemple, mieux vendre, faire de l'upsell. Et derrière, donc tu me disais que ça va chercher dans les LLM, mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue tech concrètement? Alors, d'un point de vue tech, nous, on va avoir notre cœur de valeur et notre cœur d'IP, c'est notre orchestrateur, qu'on a dû recoder complètement nous-mêmes parce que enfin, sur le marché, c'était pas assez observable. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est au moment de l'ingestion, c'est on va faire une ingestion très très fine dans le découpage, dans la compréhension des diagrammes, des schémas. Dans l'industrie, il y a énormément de valeurs numériques qui sont par exemple dans des diagrammes en 2D avec des légendes en couleur, quoi. Et donc typiquement, si tu veux savoir combien il faut monter de détecteurs incendie en fonction du volume de ta pièce, eh ben, en fait, les données, elles sont dans un diagramme avec des courbes. Donc ça, en Ouais. fait, il faut au moment de l'ingestion correctement le manger et le stocker pour que tu puisses l'utiliser correctement lorsque tu le retrieves. Euh, et cette ingestion, en fait, tu vois, le fait que tu bosses avec l'expert et que l'expert te dise quoi ingérer, c'est hyper important. Euh, c'est, si aujourd'hui tu demandes à quelqu'un dans une boîte, c'est quoi la source de vérité sur un requis, tu as de fortes chances que trois personnes te donnent trois docs différents. Parce qu'en fait, il y a plein. En fait, ton problème, c'est pas que tu trouves pas, c'est que quand tu fais de la recherche, tu vas trouver 12 docs qui sont les mêmes. Donc en fait, il faut partir du principe que la base de données n'est pas à jour. Et dans tous les cas, même si tu prends des choses qui sont à jour et validées par les experts, il y a quand même des contradictions. Il y a toujours des contradictions. Toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est le boulot au moment de la réponse à la question, c'est le boulot de l'orchestrateur. Donc on va faire le graph donc on utilise le graph pour faire le retrieval, ce qui te permet donc, après avoir bien détecté et compris le contexte de la question, de trouver les bonnes sources de connaissances qui sont liées à ce contexte. Et en fonction de ce que tu as trouvé, tu fais ton premier fact-checking et tu essaies de voir, ok, est-ce que c'est en phase avec le bon contexte? Ah, en fait, je me rends compte maintenant que j'ai fait le retrieval qu'il y a des tranches 900 mégawatts et des tranches 1200 mégawatts chez EDF. Et clairement, il ne faut pas que je mélange ces deux contextes. Sauf que dans la question, je n'ai pas ce contexte. Donc, je repose la question à l'utilisateur pour être sûr d'affiner le contexte. Et je continue de boucler soit avec l'utilisateur, soit moi-même dans ma deep search, jusqu'à être sûr que j'ai trouvé la bonne réponse et que le fact-checking soit ouvert. Et ça, Ce en qui est fait, intéressant cette dans le modèle, réflexion-là, c'est tu vois, que c'est implémenté en dur, et ce fact-checking, il est implémenté en dur. Et, et après, justement, si on n'est pas sûr, on dit je sais pas, et là, on passe sur le workflow de demander aux collègues. ouais, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que on est sur une proposition de solution qui va leverager à la fois du conseil, de l'humain, de la techno, des LLM et des experts internes. Donc il y a vraiment, c'est multi-acteurs. Je trouve ça vraiment intéressant la manière dont c'est amené, dont c'est pensé. Ça va probablement évoluer en termes d'expérience, mais à date, il y a quand même pas mal de composantes. Ça me fait me poser la question du business model. Comment est-ce que tu réfléchis à un pricing et à un business model tu vois, équivalent à ça? Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui se posent ces questions. C'est quoi? C'est du temps homme, en fait, que tu vends? C'est de la techno? C'est un mélange des deux? Comment tu Alors prices déjà, quelque chose comme ça? tu vois ton temps homme finalement en ops, quand tu es en R&D et que tu galères et que tu n'as pas la qualité et que tu dois passer des milliers d'heures, là, dans tous les cas, tu peux pas le facturer à ton client final. Alors, il te donne un peu d'argent, mais en fait, tu vas dans tous les cas dépenser plus. Et ça, c'est ton capital, ton investissement qui te finance ça. Donc, le temps que tu passes avec tes clients à construire le bon outil, pour moi, c'est de la R&D. Après, quand tu es en run, en fait, finalement, ton forward deployed engineer, ça va lui prendre 2 fois 2 heures de lancer un assistant, et la plupart du temps, les gens, ils sont 3-4 à en lancer en même temps. Donc, en fait, il coûte pas beaucoup plus cher qu'un Customer Success Manager, quoi, qui faisait de la formation à l'ancienne. Donc là, nous, en termes de marge, notre coût de service,
il est à 20-30% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas hors de propos. C'est un peu plus que du SaaS en self-service, mais par contre du software en enterprise, dans tous les cas, il y a bien à peu près ce type de service. Et c'est soit nous qui le faisons, soit c'est des partenaires, tu vois, du cabinet de conseil qui peut le faire, quoi. Euh, donc, en fait, très très vite, on est en run. Et après, ton modèle économique, c'est combien tu crées de valeur pour ton client, combien il est prêt à te payer, et combien ça te coûte toi en token pour, pour lui rendre pour lui rendre des bonnes réponses. Il y a vraiment, en fait, il faut imaginer que c'est énorme comme dilatation. Là, je te parlais de chez EDF, on pourra parler d'autres clients, mais EDF, un assistant fait gagner 2 millions par an. Euh, Nous, en setup, il nous a, il nous a peut-être coûté, allez, on va être là, 5 jours hommes, qu'on va facturer 6 000 euros. Enfin, tu vois, c'est rien par rapport au ROI. Et ensuite, le run, en fait, nous, on le facture aujourd'hui à l'assistant à 2 000 euros par mois. Quel Donc, que en soit fait, l'usage, en fait, derrière. on va avoir des conditions d'usage raisonnables, mais en fait, là, ces 2 millions, c'est pas une intensité d'usage comme des mecs qui font coder des agents toute la nuit. C'est juste, est-ce que ici, je peux intervenir ou pas? La requête, elle prend 30 secondes à être exécutée. Ouais, Et en fait, cette requête exécutée correctement fait gagner déjà à elle-même 10, 15, 20, 30 000 euros au client. c'est fou les gains Ouais, donc en fait, alors opérationnels. après, On parle beaucoup de gains autour de on est l'engineering, en, mais là, les gains on est en industriels, ils podcast. sont fous, Ouais. quoi. On est en Ouais, podcast, donc je suis obligé de te raconter le plus gros ouais. qu'on a. Bien sûr, bien sûr. Le bon indicateur, c'est ton assistant qui fait du support technique. Avant, ton technicien sur site qui était en train d'installer, par exemple, un système de protection incendie. Euh, il appelait pour avoir sa réponse. Si il a quelqu'un qui décroche, c'est quelqu'un du niveau 1 qui va lui donner une première chose. Si ça ne marche pas, ça escalade au niveau 2. Potentiellement, ça lui met 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou même une journée pour avoir sa réponse. Aujourd'hui, avec les assistants Ask, il a dans 80% des cas une réponse immédiate, fiable, qu'il peut mettre en œuvre. Et les gars, ils passent leur temps, nous on a les stats, ils passent leur temps sur leur téléphone à utiliser Ask. Et les 20% restants, c'est l'assistant qui dit je sais pas, mais par contre, dans ta boîte, c'est lui à qui il faut demander. Et on envoie automatiquement la question, et en fait, il a la réponse dans l'heure. Donc en fait, tu compresses ton temps de maintenance, et donc ton heure de technicien qui coûte environ au client 40-50 euros, tu lui en fais économiser ne serait-ce que 4 par semaine. Le ROI, il est déjà énorme parce que tu fais gagner 1000 balles, 1000 balles par utilisateur. Or, ton utilisateur, il y en a 1000 qui utilisent un assistant à 2000 balles. Donc en fait, ton économie d'échelle, elle est très Elle est très massive, ouais. rapide, elle est massive en run. Le vrai sujet, la vraie problématique, c'est ton build. Et le build, c'est jamais trop le coût de ce que nous on va coûter, c'est le temps de disponibilité des sachants. En fait, la vraie ressource, et c'est ce que tu disais au début, le vrai moat, c'est l'expertise. Cette expertise, elle est rare, elle est peu disponible. Or, tu as besoin d'eux pour créer des assistants qui vont vraiment avoir de la valeur. Et c'est là où tu fais vraiment la différence. Et c'est là où le marché n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directeurs des opérations, les directeurs industriels, les directeurs généraux, ils ne sont pas encore dit, il faut que j'investisse dans l'IA, donc il faut que je libère 20% du temps de tous mes sachants et de mes experts sur les 6 prochains mois, parce que c'est eux qui doivent être à la baguette et à la maîtrise d'une IA qui va vraiment transformer les performances de ma boîte. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant et en même temps, ça ouvre des questions, tu vois, assez deep. Tu vois, en général, c'est à la fin du podcast, en dessert, qu'on arrive sur les questions deep, mais là,
enfin, j'ai envie de la poser depuis le début. Un expert qui a 20 ans d'expertise, qui délègue, en tout cas, qui nourrit une IA qui va prendre une grosse partie de son expertise pour pouvoir faire gagner des gains de productivité. Est-ce que c'est pas un peu le tendre le bâton pour se faire battre, tu vois? Est-ce que c'est pas l'expert qui va courir à la perte de son job dans 5-10 ans, quoi? Alors, bon, moi, je suis obligé de te répondre non parce que c'est ma cam. Mais nous, les experts, on bosse avec eux depuis 8 ans et on se lève pas le matin en se disant, ouais, on va ubériser l'expertise industrielle, quoi. Le, le constat qu'on fait déjà, c'est que c'est des gens qui sont ultra rares et que quand tu parles aux experts, à leurs collègues comme à leur patron, le sujet, c'est pas de plus avoir d'experts. Leur problème, c'est comment je fais pour recruter les gens, comment je fais pour les faire monter en expertise, comment je fais pour les faire rester chez moi, et comment je fais pour dérisquer le départ à la retraite de ces experts. Et la boule au ventre de tout le monde, de tous les patrons de l'industrie, c'est pas de rater le train de l'IA, hein. Le train de l'IA, c'est pour les potes le samedi, pour dire oui, oui, moi aussi j'ai fait quelque chose. La boule au ventre, c'est qu'il y ait 4 personnes qui font tourner la boîte qui partent à la retraite avant la fin de la décennie. Donc, la problématique, c'est pas vraiment de se dire est-ce qu'on va tuer l'expertise en la remplaçant par une IA. C'est plutôt, dans tous les cas, l'expertise, c'est ce qui fait notre valeur et ce qui, en Europe, est encore notre grande force. Comment on fait pour ne pas laisser mourir notre expertise, ce qui est déjà le cas, et utiliser l'IA pour l'augmenter et la multiplier. Et je sais que, en fait, tu vois, notre façon de tricher dans ce game, c'est que justement, nous, on va d'abord parler aux experts et on a fait le meilleur outil pour eux et avec eux. Les milliers d'heures qu'on passe Ouais. avec eux, c'est eux qui ont fait l'outil, quoi. C'est-à-dire que, déjà, un truc tout bête, c'est l'expert qui maîtrise son assistant. C'est comme un prof, quoi. C'est un prof, il a toujours un assistant qui fait les TP de licence parce qu'en fait, ça saoule le prof, qui corrige les copies, qui répond aux questions courantes. Et donc, en fait, qui prend tout ce temps trivial qui aujourd'hui noie complètement l'expert. L'expert, il passe 80% de son temps à répondre toujours aux mêmes questions, à faire des choses débiles. Il- le fait de le décharger de ça, ça le soulage et il a envie, si et seulement si, il garde le contrôle, la visibilité et la reconnaissance. Donc, tu as sur As, par exemple, c'est l'assistant de l'expert, tu vois sa tête partout dès qu'il y a une réponse. C'est pas l'assistant qui répond, c'est l'assistant qui répond avec la source écrite par l'expert et la tête de l'expert à côté. Et quand tu dis merci, ça se voit sur le profil de l'expert que c'est lui qui a répondu. Donc déjà, dans l'UX, tu as un ownership clair et une visibilité claire de l'expert. Ensuite, ce qui emmerde énormément les experts aujourd'hui, ce qui les fait leur arracher les cheveux, c'est quand on les appelle pour régler un problème 6 mois trop tard. Ils passent leur vie à réparer les pots cassés qu'ils auraient pu anticiper si seulement les gars leur avaient posé la question au bon moment. Et ça, en fait, c'est les gars qui ont passé 30 ans dans l'industrie. En fait, en vrai, ils s'en foutent qu'il y ait une IA ou pas d'IA. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que le métier soit bien fait. Et donc, en fait, si on leur donne un outil qui leur permet d'être euh, appelés et d'intervenir au bon moment dans la chaîne de valeur pour anticiper les problèmes, eux, ça leur pose pas de problème. Et d'ailleurs, on a des taux de réponse qui sont extraordinaires. Tout le monde nous dit au moment où oui, les experts voudront pas venir, ils vont pas s'engager, ils vont pas vouloir répondre. C'est faux. Nous, les experts, ils sont toujours là à nos ateliers. Euh, dans 90% des cas, ils sont satisfaits. Dans 10%, on s'excuse, on leur dit désolé, c'est trop complexe, on sait pas faire votre métier. Et ils acceptent aussi que, bah voilà, en ingénierie, des fois, tu n'arrives pas à tout faire. Et ensuite, par contre, ils sont très contents de répondre aux questions. Pourquoi? Parce qu'on va les déranger que quand c'est vraiment pertinent, parce qu'on n'a pas trouvé dans le corpus des choses qui aident le terrain, quoi. Et après, la dernière chose, il faut vraiment se rendre compte que c'est un sujet, l'expert, il a aussi besoin d'être visible. Il a besoin qu'on utilise son expertise. Quand il est seul et qu'il faut l'appeler et qu'il faut un mail, en fait, finalement, il est réduit à sa propre bande passante. Si demain, il crée un assistant qui est disponible à travers True Airbus, sur un processus de manuf engineering qui va en fait devoir évoluer parce que toutes les usines doivent maintenant passer au composite pour réduire le poids de l'appareil et que lui en fait ça fait 20 ans qu'il bosse dessus et qu'en fait son assistant il va permettre à faire gagner mais des mois de R&D à des dizaines d'usines, en fait il explose en termes de visibilité.
C'est Et donc, clair, en en fait, termes de visibilité, en termes de tu donnes, diffusion de son expertise. tu donnes Mais je vois beaucoup bien plus de maintenant valeur. comment en fait ça s'articule et comment en fait tu réponds à une problématique qui est celle de la disponibilité de l'expertise, quoi. Là, en fait, c'est limite un sujet RH, en fait, ce à quoi tu t'attaques. Et il y a beaucoup de nos Et interlocuteurs qui sont des RH, et notamment les grands programmes Airbus, EDF, c'est des programmes on a 10 à 20 000 experts qui vont partir de la boîte dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait? ouais, Et, et ensuite, comme tu dis, par contre, la réponse, c'est une réponse qui fait de l'excellence opérationnelle, du knowledge management, de l'IA. Et donc, tout le défi ensuite, c'est que ces entreprises-là prennent la mesure du problème, mais aussi la mesure à quel point la solution à ce problème va transformer leur façon de penser, leur chaîne de valeur. Et tu vois, c'est un peu la problématique qu'on a, et on en parlait en intro, c'est difficile de vendre en ce moment, mais pour parler des RH, aujourd'hui, les RH, par exemple, ils vont faire des formations. Ils créent des supports de formation pour former les nouveaux venus. Et quand un expert part, ils vont aller passer du temps avec cet expert pour écrire ce qu'il a appris pendant 30 ans et le mettre dans une mind map. Ça, c'est les processus aujourd'hui. C'est des processus qui sont suboptimaux aujourd'hui. On sait que la formation en plénière, tu as 5% de la connaissance qui passe, tu oublies 95%. En fait, en vrai, tu apprends sur le terrain en temps réel. Enfin, on sait très bien qu'en pédagogie, voilà, lire des slides hors contexte, ça ne marchera pas à t'apprendre à construire des avions, quoi. Et pareil, ta mind map qui permet de capter le savoir d'un expert, personne ne va jamais la lire parce qu'en fait, elle n'est pas liée à un processus du quotidien. Donc, en fait, qui va dire qu'à tel endroit. Et donc, tout le sujet, c'est de se dire, attends, comment je règle vraiment le problème? Aujourd'hui, les clients en sont quand même à dire comment je fais ce que je faisais avant mieux avec l'IA. Donc, ils te demandent un cheval qui court plus vite et qui mange moins de foin, mais ils ne pensent pas encore à la voiture. Parce qu'en fait, demain, le vrai asset qui te permet d'augmenter la portée de ton expert et de le sécuriser dans le temps, c'est un asset IA. C'est son agent, son assistant. C'est ça le vrai asset. Donc en fait, ta formation ou ta mind map, c'est des assets qui n'ont plus vraiment lieu d'être, quoi. Sauf peut-être à être des sources pour ton assistant. Mais en fait, le vrai capital qui est créé dans l'entreprise, c'est ces IA qui sont détentrices de connaissances et de valeurs et que tu gardes à travers le temps. c'est ça ce que tu appelles passer d'un système à faire à un système pour faire. Non, ça c'est plutôt de l'ingénierie système. Mais en fait, le système, donc l'ingénierie système, mon père il est archi, donc je lui explique, tu vois, tu as construit les maisons, eux ils construisent des avions, et eux ils construisent des centrales nucléaires, ça c'est le système à faire. Et tu as le système pour faire. Le système pour faire, c'est l'échafaudage. Donc, moi, je suis un architecte d'échafaudage, je construis des outils qui aident les gens à faire ce qu'ils ont à faire. Et le système à faire, aujourd'hui, les RH en font partie, la formation en fait partie, la gestion de l'expertise en fait partie. Tout ça, c'est un millefeuille organisationnel, des structures énormes qu'on a créées pour faire nos avions, nos centrales nucléaires. Ben, en fait, le système pour faire, il est à redéfinir complètement avec l'IA. C'est-à-dire que ton, ton compagnon de chez Airbus, demain, en fait, il a un casque et il discute directement avec un agent qui lui dit en temps réel qu'est-ce qu'il pourrait faire, qui lui donne des conseils, il peut lui poser des questions, etc. Et donc potentiellement, la fiche d'instruction visuelle ou la formation, bah, en fait, elle est remplacée par un autre type d'interaction. Donc le système pour faire change. Et c'est là d'ailleurs, tu vois, l'IA, Mistral se positionne beaucoup pour embarquer l'IA dans le système à faire. Donc par exemple, quand ils font un partenariat avec Stellantis pour l'embarquer dans le véhicule, ça c'est l'IA dans le système à faire. Pareil, un avion, enfin des drones qui vont embarquer de l'IA pour être autonome, ça c'est le système à faire. Nous, on est plutôt en excellence opérationnelle, ou en gestion de l'expertise, knowledge management, on est plutôt dans le système pour faire.
Donc, qu'est-ce qu'on met en support pour assurer que notre chaîne de valeur industrielle soit la plus efficace possible et le plus de rendement? On en a parlé un peu au début. Donc, il y a des débats aujourd'hui autour de la souveraineté et de la souveraineté IA. Euh, et tu vois, ça revient souvent on voit passer des CEO ou même des politiques qui disent on va pas mettre nos specs de centrales nucléaires chez Anthropic, on va pas construire tu vois, des systèmes data nucléaire dont toute la donnée en fait est hébergée dans un centre basé à Houston, que sais-je. Toi, t'en penses quoi de la souveraineté? C'est un truc nécessaire? C'est juste du vent et du marketing? Alors, je pense que c'est, je pense que c'est un très bon argument de marque. En fait, je pense que beaucoup de gens le disent pour des raisons marketing. Je suis pas sûr que ça va marcher. Par contre, je suis fondamentalement convaincu que c'est essentiel. On est en train de vivre une transfo où en fait ces modèles IA, ces agents IA, ils vont détenir nos capacités industrielles. C'est pas que la connaissance, c'est pas que de la data qu'on va mettre dans un drive à Houston, quoi. C'est la capacité de détecter et de déterminer en temps réel si une centrale nucléaire est mise en conformité et est sûre, quoi. Donc oui, il faut que ça soit chez nous. Et EDF l'a bien compris, et le nucléaire l'a bien compris, la défense aussi. Je pense qu'on a de la chance en France d'avoir et les cerveaux, et le capital, et les industriels qui investissent là-dedans. Donc je pense qu'il y a un marché souverain, sécurisé, qui va au moins nous permettre de sécuriser les choses les plus critiques. Tu penses qu'on doit Maintenant, se ma question. réveiller? On doit se réveiller en France, passer une grande loi autour de ça? Alors, dans le public, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Je pense que on a encore des signaux qui sont contradictoires. Donc, on a passé une loi pour dire qu'il faut qu'on achète souverain, open source, etc. La gendarmerie nationale le fait extrêmement bien. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait déjà qu'on envoie tous les administratifs, toutes les mairies, tout le monde, aller faire des stages à la gendarmerie nationale, arrêter d'acheter autre chose que européen, ne serait-ce qu'en achat public. Je pense qu'ensuite, voilà, il y a de fortes chances que la SNCF, EDF y aille et tire une partie de l'économie. Si on peut les aider à aller plus vite en les finançant, en finançant leur chaîne de valeur, en justifiant ces financements par des sujets voilà, de guerre économique, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Euh, on est vraiment très naïf. Euh, Quand Trump il met des taxes, derrière, la pompe Afrique de subventions pour accélérer son industrie, notamment l'IA, est énorme. Donc en fait, euh, il ne faut pas hésiter à dépenser beaucoup parce qu'en fait, l'argent qu'on investit maintenant, c'est autant d'argent qui part pas dans notre balance commerciale vers les États-Unis sur les dizaines d'années à venir, quoi. Après, maintenant, il y a le problème du privé, quoi. Le privé, à la fin, quand tu parles au DSI, aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est ça, hein. C'est la conversation de base que j'ai avec un DSI. C'est, j'ai passé 6 mois avec vos métiers, je fais l'unanimité chez tous vos experts. En benchmark par rapport à toutes les solutions du marché, j'ai 20 à 30 points de qualité en plus de mes assistants IA. Et il y a déjà plein de monde qui utilise l'outil, qui veut l'utiliser. Ça coûte 300 000 euros. Mais on a vu un ROI qui a 3 millions au minimum. Prouvé, calculé, etc. Le DSI va te dire oui, mais en fait, Copilot, j'ai la même chose que toi, que tu me factures 2000 euros l'assistant, Copilot, ça me coûte 70 centimes. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je peux lui dire, oui, mais ton Copilot, en fait, tu n'as aucun système qualité, tu n'as pas de boucle d'apprentissage en continu. En fait, tu as réussi à faire une démo ponctuelle, mais en fait, ton système n'est
Il n'y en a pas de maintien en condition opérationnelle dans le temps, ce que moi j'ai. Ok. Ce que je peux lui dire, c'est, oui, mais tu vois, là, tu payes 70 centimes parce que tu payes pas tes licences Copilot. Demain, on te dit qu'elles vont te coûter 30 balles, mais en fait, après-demain, elles vont te coûter 90. C'est le tarif qu'annonce Microsoft pour la licence Copilot. Et ce que je peux lui dire aussi, c'est, bah oui, oui, mais tes données, elles sont maîtrisées par Microsoft, alors que là, tu es chez moi. Ben, tu vois, c'est une longue discussion à avoir sur un... À la fin, lui, je représente plus de risques pour un DSI qu'un Microsoft, parce que personne ne va jamais reprocher à un DSI de choisir Microsoft ou Google. Moi, j'ai deux prospects sur trois qui sont déjà en train de bosser avec un GAFAM et ils payent zéro. Donc en fait, c'est plus sûr et En c'est fait, c'est du gratos. dumping, quoi. C'est du dumping Ah mais intellectuel bien qu'ils entendu, mais font. c'est le dealer de drogue. Et c'est fait pour nous étouffer. Et donc typiquement, après moi j'ai un sujet capitalistique, c'est que je dois réussir à montrer la taille d'un marché demain pour me financer, être capable de m'aligner sur des prix, sachant qu'en plus on en a parlé du temps que je vais passer à mettre en qualité, à former pour être sûr d'avoir ce niveau de ROI. Donc en plus moi j'ai des coûts plus gros. Tu vois. Ah, j'ai un ROI plus grand, hein. C'est indéniable, mais ça coûte plus cher à moi, à l'entreprise et en tant qu'expert. Euh, et donc en face, c'est à quoi? Tu as moins de risques et c'est moins cher. Et bah, a priori, en fait, bon, bah, tu vois, le ROI, s'il est possible chez nous, il sera aussi possible chez Copilot, il sera aussi possible sur Gemini, puis de toute façon, ils vont réussir à le développer aussi. Et donc tout le sujet est là, quoi. Donc, tu vois, le sujet souveraineté, à la fin, le mandat d'un DSI, c'est de réduire au maximum le risque. Aujourd'hui, le DSI se lève le matin avec la boule au ventre parce qu'il a peur de se prendre un malware ou un ransomware, parce qu'il a un legacy. Enfin, tu vois, il se traîne 50 ans d'informatique. C'est un bordel pas possible. Il s'arrache les cheveux. Est-ce qu'il préfère s'arracher les cheveux chez Microsoft, il connaît déjà le commercial, il sait déjà que ça marche, ben, par rapport à rentrer un nouveau prestat et un nouveau fournisseur. Et en plus, ce nouveau fournisseur, il est plus cher. Donc en fait, ça lui ajoute de la charge mentale, ça lui ajoute du risque. Et en plus, il doit dépenser de l'argent. C'est un peu no-brainer, quoi. En Après, fait, le risque de... on est en train de vivre une grosse rupture, en fait, et la question, c'est est-ce que les Américains vont nous laisser sur le carreau et aller 10 fois plus vite et être 10 fois plus gros dans quelques années, ou est-ce qu'on va réussir à rester dans la course, quoi? Ben, en vrai, de vrai, on a quand même d'excellents cerveaux. C'est notre meilleur asset. L'énergie pas chère. Alors, je dirais pas la même chose en Allemagne, mais en France, vraiment, Arthur a raison, quoi. On a un investissement historique dans des énergies pilotables et décarbonées qui nous permettent en fait de voir l'avenir de façon plutôt sereine. On a bien relancé le programme nucléaire. On peut aller beaucoup plus vite d'ailleurs si on voulait, et j'espère qu'on va justement prendre des bonnes décisions et ça va dans le bon sens là-dessus. On a les formations qui permettent de le faire. Moi, je pense que on a quand même on a des chances de ne pas trop se faire décrocher si on joue bien le coup, quoi. Euh, Comment on fait pour pas se faire avoir? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas se battre sur les milliards. Ça, on le sait, hein. De toute façon, toi et moi, on est maintenant dans cette sphère startup parisienne depuis quelques années. On a toujours eu un zéro de moins ou deux zéros de moins que les levées américaines. Ça change pas trop. Et donc cette pompe à fric, faut plutôt se dire que c'est très virtuel, très bien, mais à la fin, tu as par exemple un data center, il sort toujours qu'en 3 ans, et tu peux pas, tu vois, c'est pas l'argent qui va accélérer ça, quoi. Pareil, tes cerveaux, bon, t'en as certains qui vont partir aux US parce qu'ils vont être beaucoup mieux payés, mais tu peux quand même en garder plein en France. Tu vois, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres arguments que l'argument financier. Maintenant,
je pense que eux trichent avec les milliards. Nous, il faut tricher aussi, hein. C'est-à-dire que tu triches en verrouillant légalement, tu triches en verrouillant grâce à la conformité, tu triches en verrouillant euh, en créant des partenariats qui te permettent de te sécuriser sur le long terme. Et je pense que c'est ça qui nous permettrait de pas trop perdre, quoi. Après, pour moi, le sujet, c'est plus trop les US, hein. C'est plutôt l'Asie. Aujourd'hui, penser que c'est les US qui vont nous battre, c'est déjà pas regarder le premier, la tête du peloton, quoi. Donc je pense qu'on a aussi des arguments forts. Euh, Moi, je vois beaucoup de gens de notre génération qui commencent à se dire, OK, très bien, peut-être qu'il faut qu'on soit plus agressif, peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu moins de conformité, un peu moins de complexité, ou en tout cas qu'on la rende beaucoup plus facile à actionner. Parce que tu vas pas non plus baisser la qualité de nos productions pour rentrer en compétition. Mais par contre, tu veux avoir un rapport qualité-prix meilleur que les autres. Donc, tu veux réduire le coût de ta conformité, réduire le coût de ta qualité, tout en étant le meilleur au monde et tout en étant la référence, quoi. Euh, et donc, tu vois, il y a pas mal dans le mindset des gens qui disent, OK, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à prendre plus de risques, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à mieux gérer ce risque pour aller beaucoup plus vite en go-to-market, qu'on arrête de mettre 20 ou 30 ans à développer un nouvel appareil, mais qu'on compresse le temps. Parce que, bah, en fait, c'est peut-être plus risqué de rater le train et de se décrocher économiquement que ce que nous permet d'économiser en risque tous nos processus et nos normatifs et notre conformité. Eh ben, écoute Clément, ce sera le mot de la fin. On a énormément défriché le sujet, même si il y aurait beaucoup encore à dire. C'est clairement un épisode qui devrait être mis dans les oreilles des DSI et même de, je pense, quelques politiciens. C'était hyper riche, hyper intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci encore Clément d'être passé. Merci Mehdi, c'était Et cool. on te souhaite quoi? On te souhaite quoi? Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les prochains mois? De continuer sur la trajectoire qu'on a parce que Ouais, en fait, on a à la fin de la fin de la fin, ce qui marche, c'est quand tu fais du ROI pour tes clients. Et à partir du moment où tu vois que il y a de la performance et il y a de l'argent et du temps qui est gagné, tu trouveras toujours le chemin et c'est comme ça que tu domines les marchés, quoi. on Et est d'accord. le bruit de l'IA gratuite généraliste qui fait rien, il va tomber. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont correctement ancrés dans des vrais cas d'usage métier qui font vraiment de la valeur. On est d'accord. Nickel. Merci Clément. Passe une bonne journée. Je te dis à bientôt.